Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on fait une exploration fascinante, une véritable plongée dans ce qu'on appelle une archive verticale. Imaginons un instant un hôtel de luxe hyper moderne, qui est en même temps un véritable musée habité. Un endroit qui encapsule littéralement 4 siècles d'histoire nord-américaine. Cet endroit, c'est l'Auberge Saint-Antoine, en plein cœur du Vieux-Québec, et honnêtement, son histoire est complètement captivante. Évidemment, devant un bâtiment pareil, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est quel genre de trésor peut bien se cacher en dessous? Bon, qu'on se le dise tout de suite, on ne parle pas d'un coffre rempli de pièces d'or laissées par des pirates, pas du tout. Ce qui dormait bien tranquillement sous l'îlot Hunt, à Québec, c'est une collection d'artefacts magnifiquement préservés. Une vraie capsule temporelle cachée juste sous les pavés qui raconte, morceau par morceau, l'évolution de tout un continent. Pour bien comprendre tout ça, on va d'abord aller voir ce fameux trésor enfoui avant de s'attarder aux fondations de la Nouvelle-France. Ensuite, on traversera l'âge d'or du commerce, on découvrira le secret incroyable que cache la vase du fleuve et on terminera avec la dynastie de la famille Price. Bref, on va fouiller dans la boue pour ensuite remonter le temps. Alors commençons par le commencement, ce fameux trésor sous l'autel. Ce qu'il faut savoir, c'est que la densité archéologique de ce site, situé stratégiquement sur les berges du majestueux fleuve Saint-Laurent, défie carrément l'imagination. On parle de 150 000 fragments d'artefacts. 150 000! C'est le nombre ahurissant de pièces sorties de terre pendant les fouilles archéologiques, avant même de poser la première brique de l'hôtel. Et le coup de génie dans tout ça, plus de 700 de ces objets historiques n'ont pas fini dans les boîtes poussiéreuses d'un musée. Non, ils sont intégrés de façon permanente à l'architecture même de l'auberge. On les croise dans les arcs communs, dans les couloirs et même jusque dans les chambres. C'est fou! Et c'est exactement ça, le concept d'archive verticale. L'édifice agit littéralement comme un répertoire temporel calqué sur les étages. Tout en bas, au niveau du fleuve, on a les lourdes fondations militaires de 1712. On monte au rez-de-chaussée, hop, on se retrouve au 19e siècle, à l'ère des grands marchands britanniques. Et on continue de monter vers les étages supérieurs, pour finalement retrouver le confort et le luxe moderne de notre 21e siècle. En gros, prendre l'ascenseur là-bas, c'est ni plus ni moins que voyager à travers les siècles. Mais redescendons tout en bas, si on veut bien, pour examiner de plus près ces fameuses fondations de la Nouvelle-France. Cette première couche d'histoire nous ramène à la période militaire entre 1608 et 1759. Faut s'imaginer qu'à l'origine, le site, ce n'était rien de plus qu'une grève battue par les marées. Et comme la menace d'invasion anglaise était constante, les Français y ont construit d'imposantes plateformes de canons pour défendre le port. C'est là qu'on trouve la fameuse batterie Dauphine, érigée en 1712. Juste à côté, il y avait un marchand nommé Nicolas Charest qui a bâti l'un des tout premiers quais en bois. Eh bien, les fondations massives de ces défenses et de ces quais sont encore là aujourd'hui, bien assises sous l'autel. C'est le témoignage direct des tout premiers efforts pour étendre la ville de Québec sur l'eau. Ensuite, l'histoire fait un bond avec la conquête et on entre de plein pied dans l'âge d'or du commerce, de 1760 à 1850. Après 1660, Québec devient le point névralgique du commerce de tout l'Empire britannique en Amérique du Nord. L'îlot Hunt se transforme avec l'arrivée de marchands super prospères, dont un certain James Hunt. En 1822, ce marchand fait construire d'immenses entrepôts. D'ailleurs, l'un d'eux est toujours debout aujourd'hui et ses murs de pierre font 2 pieds d'épaisseur. 2 pieds! Et ce n'était pas par simple paranoïa. Ces murs massifs servaient à protéger des cargaisons ultra précieuses qui arrivaient de Londres pour éviter qu'elles partent en fumée dans un incendie ou qu'elles éclatent avec le gel de l'hiver québécois. Le petit clin d'œil sympathique de l'histoire, c'est que ces murs robustes abritent aujourd'hui le réputé restaurant Chez Muffy, carrément à l'intérieur de l'hôtel. Mais pour soutenir toute cette frénésie commerciale, il a fallu pas mal d'audace au niveau de l'ingénierie. Comme on manquait cruellement d'espace en ville, on a tout bonnement volé de la terre au majestueux fleuve Saint-Laurent en utilisant une technique géniale, les quais à caissons. La recette, premièrement, on construisait de gigantesques cages en bois sur la rive. Deuxièmement, on les remplissait de grosses pierres et on les coulait au fond du fleuve pour créer une base sous-marine inébranlable. Et troisièmement, on construisait l'entrepôt directement par-dessus. C'est une véritable conquête du territoire réalisée à la force des bras et à l'ingéniosité. Bien sûr, cette explosion commerciale a créé des contrastes assez saisissants au quotidien. On observe une friction conceptuelle flagrante. D'un côté, on a la rudesse extrême du port, un endroit bruyant, glacé, plein de boue, physiquement épuisant, et de l'autre, on décharge les biens les plus raffinés, luxueux et délicats de tout l'Empire. Pour bien illustrer ce choc des mondes, on dit souvent qu'on retrouvait de la luxueuse porcelaine au Wedgwood au beau milieu d'un port boueux et glacial. Ça montre brillamment à quel point les premiers immigrants essayaient, coûte que coûte, de recréer l'illusion de la haute civilisation et du confort londonien sur les rives alors sauvages du Saint-Laurent. On dînait dans la porcelaine la plus fine de l'époque, avec les pieds littéralement dans la gadoue et le froid mordant. Mais tout ça soulève une question presque magique. Entre les années 1900 et 1980, avec le déclin du port, le site a été complètement plongé dans l'oubli.
Comment des objets aussi délicats ont-ils pu survivre intacts sous la terre pendant près d'un siècle? Eh bien, la réponse se trouve dans le secret de la vase. C'est une véritable capsule temporelle. La clé de ce mystère, c'est ce qu'on appelle en science un environnement anaérobie. C'est un grand mot pour décrire un milieu qui est complètement dépourvu d'oxygène, ce qui a pour effet de stopper net et activement la décomposition des matières organiques. Au fil des siècles, les anciens quais ont été enterrés sous de nouveaux quais et les objets se sont retrouvés emprisonnés dans une vase super dense en dessous de la nappe phréatique. Sans oxygène pour nourrir les bactéries, la boue s'est tout simplement transformée en une gigantesque chambre de momification. C'est fascinant de voir comment de simples débris jetés à l'eau peuvent nous raconter l'histoire bien mieux que de grands traités politiques. Par exemple, les petites pipes en terre cuite brisée, elles nous révèlent l'origine des marins, qui venaient souvent des Pays-Bas ou d'Écosse. Les os d'animaux, ils documentent les habitudes culinaires des années 1750, prouvant qu'on mangeait énormément de gibier et de porc. Des morceaux de somptueuses faïences de Delft confirment la richesse impressionnante de certains marchands malgré l'isolement de la colonie. Quant aux chaussures en cuir, ce sont de véritables manuels ouverts sur les techniques de cordonnerie du 18e siècle. C'est le témoignage direct d'une formidable fusion des cultures. Et quand on s'attarde sur les objets organiques très spécifiques qui ont été sauvés par ce milieu sans oxygène, l'histoire prend soudainement une dimension hyper personnelle. On parle de souliers en cuir datant du 18e siècle, de brosses à dents sculptées dans l'os, de minuscules dés à coudre et de peignes à cheveux usés. Ces reliques super fragiles nous connectent directement à l'intimité, à l'hygiène et au quotidien des gens ordinaires de l'époque. Ça rend le passé tangible et surtout profondément humain. Bien sûr, pour préserver un héritage pareil, ça prenait des visionnaires. Ce qui nous amène à la dynastie de la famille Price. La renaissance lumineuse de ce site exceptionnel dans les années 90 est indissociable des promoteurs derrière l'auberge Saint-Ouen, la famille Price. C'est l'une des plus vieilles dynasties industrielles de la province. Le patriarche William Price est débarqué à Québec en 1810. Il a bâti un empire forestier tellement immense qu'on l'a surnommé le père du Saguenay. La famille entretient donc des liens historiques et viscéraux avec ces mêmes quais commerciaux du 19e siècle. C'est cette dynastie qui a pris la décision colossale de transformer ce bout de terrain oublié en un hôtel prestigieux qui protégerait la mémoire du lieu. Et ça illustre avec brio le puissant concept de généalogie architecturale, parce que construire cet hôtel, ce n'était en aucun cas une simple transaction immobilière bien calculée. C'était fondamentalement le moyen de préserver la terre exacte où leurs propres ancêtres ont mis les pieds pour la première fois pour fonder leur empire. C'est une boucle temporelle magnifique. L'architecture moderne sert de reliquaire pour protéger l'héritage d'une famille, mais aussi de toute une nation. Pour conclure cette analyse, voici une réflexion assez provocante sur laquelle on peut assurément s'attarder. Au fond, est-ce que les simples objets du quotidien nous fascinent davantage que les imposantes fortifications militaires? L'auberge Saint-Antoine nous prouve hors de tout doute que les batailles et les canons ne racontent qu'une toute petite fraction de l'histoire. Peut-être bien que la vérité la plus touchante de notre humanité se cache dans une brosse à dents en os usé ou une modeste chaussure en cuir laissée dans la vase. Ce sont les témoins silencieux des vies ordinaires qui ont façonné notre monde. Gardons toujours à l'esprit qu'il faut continuer à creuser sur la surface parce que toujours une histoire incroyable qui n'attend qu'à être racontée.